Effectivement, il y a actuellement à Ouagadougou des négociations entre l'État malien ou les représentants de l'État et les forces du MNLA. Euh, les avancées sont difficiles parce que les autorités maliennes ne reconnaissent pas la légitimité du MNLA qui s'est effectivement coquiné entre guillemets avec les djihadistes radicaux et qui a réclamé l'indépendance de l'Azawad qui n'avait évidemment aucune légitimité, qui a utilisé de sa force militaire revenant notamment pour certains comme mercenaires de Libye et s'est opposé au pouvoir de l'armée malienne. Bon, il y a effectivement ce point. Ceci étant, le MNLA a quand même dispose d'une partie de la force armée au nord. Le MNLA contrôle actuellement Kidal. Le MNLA représente quand même en partie les Touaregs, qui sont un groupe important, même s'ils ne sont pas dominants au sein du Nord. Et donc, dans ces rapports de force, où l'armée malienne est encore extrêmement faible, où le pouvoir politique au Mali n'est pas encore légitime, il est tout à fait normal qu'il y ait des négociations et que ces négociations avancent. Il faut que pour que les présidentielles se déroulent comme elles sont prévues fin juillet, il faut impérativement qu'il y ait avancé de ces négociations. Ce qu'on peut envisager plutôt que l'armée malienne présente à Kidal, c'est effectivement peut-être des forces étrangères, les casques bleus ou la MINUSMA, qui soient présentes. Il faut que ça avance. Alors est-ce que je suis optimiste par rapport à ces négociations? Je sais qu'actuellement il y a beaucoup de blocages. Il y a quand même des moyens de pression à la fois de l'Union africaine, à la fois de la communauté internationale, ne serait-ce qu'en termes de financement prévu pour faire repartir la société malienne, de l'ordre presque de 4 milliards de dollars. Donc il y a quand même des pressions extérieures qui font que, je l'espère, il y aura une avancée des négociations. Moi, ma position depuis très longtemps, c'est que les élections ne pourront pas avoir lieu fin juillet. J'espère pouvoir me tromper. Je pense qu'elles pourront avoir lieu début septembre ou octobre. Il faut impérativement qu'elles aient lieu de toute façon. Donc il faut une réconciliation nationale et une reconstruction nationale. Globalement, l'opération Serval a réussi militairement autant qu'elle pouvait réussir, c'est-à-dire on est dans des guerres asymétriques et on ne gagne pas la guerre contre le djihadisme uniquement par les forces militaires et l'armement. Donc il y a une réussite évidente grâce à l'intervention militaire qui a quand même été un peu appuyée par des forces africaines, surtout tchadiennes, nigériennes et un petit peu maliennes. Il y a eu une avancée et Bamako n'est pas aux mains des islamistes. Bon. Ceci étant, c'est vrai que la France s'est retrouvée relativement seule. Elle a été très peu soutenue en fait par l'Europe. Elle a reçu des appuis logistiques de différents pays ou des États-Unis, mais s'est retrouvée en première ligne. Il y a actuellement un relais qui est prévu notamment par les casques bleus qui doivent se déployer. Il y aura 12 000, 13 000 peut-être casques bleus. La France va retirer un petit peu ou baisser la voilure en termes militaires. Mais évidemment, tout n'est pas gagné parce que les djihadistes d'abord se sont éparpillés. Il y a eu dissémination dans différents pays voisins, notamment en Libye, qui est redevenu un sanctuaire pour les djihadistes, alors que les IFORA le seront moins. Il y a, on le sait, des cellules dormantes dans différents pays, y compris des pays côtiers en Afrique de l'Ouest. Et donc, il est évident que la guerre n'est pas gagnée. Et la guerre, c'est la lutte contre la drogue. Et la guerre, c'est la lutte contre les trafics. La guerre, c'est la lutte contre le radicalisme religieux. Et cette guerre, évidemment, elle ne se gagne pas, comme je le disais, uniquement militairement, par la force armée. Mais on peut dire que l'opération Serval a quand même été une réussite et qu'il est très important aujourd'hui qu'il y ait un relais de l'armée française, même si elle restera prépositionnée dans les pays voisins, qui est un relais croissant des pays africains, bien entendu, mais également des casques bleus. Il faut savoir quel est le mandat qu'elle a. On sait que le mandat qu'ont eu les casques bleus, par exemple en RDC récemment, ont été accrus, puisque jusqu'à présent, ils ne pouvaient que répondre à des attaques. Là, ils auront peut-être une mission plus active, avec des risques évidemment supérieurs. Tous les pays ne sont pas d'accord avec ces fonctions données aux casques bleus. Bon, la présence des casques bleus sera un élément de contrôle territorial, notamment de l'immense territoire que constitue le nord du Mali.
mais au-delà, bien entendu, l'arc sahélo-saharien, qui est un immense territoire très peu contrôlé, contrôlé par les trafiquants, très peu contrôlé par l'État et qui représente 20 fois la superficie de la France, hein, pour donner un ordre de grandeur. Donc il faut contrôler cette zone et puis il faut sécuriser évidemment les villes. Donc le rôle des casques bleus sera essentiellement d'être présent aussi en zone urbaine, à Gao, à Tombouctou, à Kidal, mais aussi dans les différentes villes pour éviter qu'il y ait des attentats suicides, pour éviter qu'il y ait des kamikazes, etc. Ceci étant, la priorité des priorités reste quand même de reconstituer un État régalien au Mali, c'est-à-dire un État qui a une police, un État qui a une armée, un État qui assure l'ordre. C'est quand même aux Maliens prioritairement, évidemment, d'assurer la sécurité de leur territoire. Ils peuvent le faire en appui avec des forces africaines, ils peuvent le faire en appui avec les casques bleus. Mais c'est vrai que les missions des casques bleus sont toujours des missions délicates. Il faut évidemment qu'il ait, par rapport à la lutte contre le djihadisme, des mandats beaucoup plus offensifs qu'ils n'en ont généralement.